Bonsoir et bienvenue à vous. Voici les titres du journal. Le mois de novembre est consacré dans le monde à l'économie sociale et solidaire. C'est un concept qui met en avant une économie plus sociale et surtout plus responsable des enjeux de développement durable. Ce 30 octobre est consacré aux villes pour la vie et contre la peine de mort, une occasion pour les villes de s'illuminer pour dire non à la peine de mort. Et puis, les métiers du coaching se développent de plus en plus en Afrique. Plusieurs personnes veulent se réorienter professionnellement vers cette activité. Quel est le bon profil? On en parle dans ce journal. Chaque année, au mois de novembre, l'économie sociale et solidaire est célébrée, reconnue comme étant le troisième secteur d'activité économique. Après les secteurs publics et privés, ce concept met en avant une économie plus sociale, plus solidaire et surtout plus responsable des enjeux de développement durable. Les enjeux de l'économie sociale et solidaire, c'est dans cet élément signé Iva Gorokwesi, Abibat Pio et Ulvaeus Balogun. Quand on parle de l'économie sociale et solidaire, l'on fait référence aux organisations, associations et entreprises dont la finalité est tournée vers le bien-être social et environnemental et non vers la recherche effrénée du gain financier. Un modèle de gestion qui combine deux notions opposées, l'économie et le social. Alors l'économie sociale et solidaire est un ensemble d'organisations qui se regroupent pour travailler autour d'axes d'activités liées à la solidarité, à l'utilité sociale et environnementale. Alors, à travers l'économie sociale et solidaire, on peut répondre à beaucoup d'enjeux, dont les objectifs du développement durable. Donc, tout ce qui est lié à l'éducation, à la santé, à la lutte contre la pauvreté, à l'entrepreneuriat féminin, à la ressource en eau, à la pollution, à l'environnement, et j'en passe et des meilleurs. Si dans l'économie traditionnelle, la rentabilité se mesure en termes de profit, dans l'économie sociale, elle se mesure par l'amélioration de la qualité de vie d'une communauté. Plutôt que le profit à tout prix, c'est la personne humaine à tout prix. Une des particularités des entreprises de l'ESS ou des associations, c'est qu'elles travaillent avec les communautés. Et avec ce travail, il y a forcément une formation, une transmission des compétences et une sensibilisation aux enjeux du changement climatique pour les populations. Donc elles ont un grand rôle, il y a un gros travail à faire sur les territoires et les territoires est un grand levier pour l'ESS. L'économie sociale et solidaire ainsi que ses mécanismes de financement innovants présentent donc un potentiel pour créer des emplois décents, réduire les inégalités sociales et faire progresser le développement. Continuer à développer des modèles d'entreprise comme on l'a fait actuellement, c'est forcément aller droit dans le mur. Les entreprises doivent changer leur modèle, doivent penser à une durabilité, à une responsabilité et elles doivent être force de proposition et d'innovation pour les sociétés et les gouvernements. Donc on est obligé d'innover, de pouvoir vendre des services ou des produits, mais tout en réfléchissant à la production, à la consommation et au travail avec les parties prenantes et les fournisseurs. L'économie sociale et solidaire se base alors sur une gestion à échelle humaine qui génère des retombées économiques, sociales, culturelles et environnementales positives partout où elle est mise en œuvre. Le 30 novembre, une date consacrée aux villes pour la vie et contre la peine de mort. Cette journée a été décrétée le 30 novembre 1786, date à laquelle la décision d'abolir la peine de mort a été décidée par le duché de Toscane, premier État à abolir ce supplice. Partout à travers le monde, les villes s'illuminent ce jour pour dire à l'unisson non à la peine de mort. Plus de détails dans cet élément signé Patrick Adjabojo. C'est en 2012 que le Bénin adhère au traité de l'ONU et supprime de son arsenal juridique, notamment pénal, la peine de mort. 7 novembre 2019, l'abolition de cette sentence est inscrite dans la Constitution du Bénin.
En ce 30 novembre, Journée mondiale des villes pour la vie, ville contre la peine de mort, la communauté internationale salue l'engagement de tous les États comme le Bénin qui ont mis fin aux homicides volontaires, prémédités et aux assassinats étatiques. Cette volonté des pays à l'échelle mondiale a pris corps depuis le 30 novembre 1786, date à laquelle pour la première fois, la République de Toscane en Italie a aboli la peine de mort. Et depuis 235 ans, le chemin vers l'abolition universelle s'enrichit de progrès notables. En 2002 à Rome, l'initiative Ville pour la vie, ville contre la peine de mort a vu le jour. Une initiative mondiale qui vise à protéger, à promouvoir les droits de l'homme et faire comprendre que la peine de mort est un instrument de justice inhumaine et révolue comme la torture et l'esclavage. En ce jour, des milliers de villes du monde entier illuminent un de leurs monuments emblématiques pour marquer la Journée mondiale des villes pour la vie. Un engagement international dont l'objectif est clair, protéger la vie et garantir la dignité humaine. Je l'annonçais dans les titres, faire recours à un coach motivateur virtuel ou physique devient une pratique courante. Le métier de coach se répand, mais quelles sont les qualités que doit avoir un bon coach? Epiphane Dawolokono intervient dans le domaine du coaching et donne plus d'explications. Le coach à la base devrait être une personne qui est expressive. Vous ne pouvez pas intervenir sur un individu, vous ne pouvez pas parler, convaincre, persuader et montrer à votre cliente griffe qui est en face de vous que vous croyez en son potentiel, qu'il a la capacité de sortir de la situation dans laquelle elle est, de l'entreprise de sortir de la situation dans laquelle elle est, si vous n'êtes pas capable de communiquer bien sûr ce que vous pensez. Et donc le coach a besoin à la base d'être une personne qui a la capacité, l'art de s'exprimer et bien. La deuxième chose que je pense qui est importante, ce devrait être une personne qui a une certaine personnalité. Un coach travaille sur une norme et sur des entreprises, des organisations. Et donc les gens viennent vers vous parce qu'elles sont en situation et ces personnes vous posent des préoccupations, mais déjà le lendemain, c'est sur les réseaux sociaux, c'est déjà dans les oreilles d'autres personnes, donc doit avoir une personnalité d'intégrité. Le coach peut être un coach de famille, un coach familier. Le coach peut être aussi un coach qui travaille sur ce qui est la carrière, l'orientation, le développement, la gouvernance d'une entreprise. On l'appelle un coach professionnel. Choisir quelqu'un qui est bon, qui répond à ma compétence, cela impose que l'on d'abord cherche des informations sur cette personne. Est-ce qu'elle a vraiment grandi dans sa vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un parcours? Quelle est son histoire? L'on veut savoir dans quoi il a réussi, c'est quoi les expériences qu'il a capitalisées. Troisième chose, il faut qu'il y ait un code de déontologie que la personne suive. Il faut qu'il y ait une méthodologie que la personne suive. Il faut que la personne ait des outils, plusieurs d'ailleurs, parce qu'en face de lui seront plusieurs types de personnes, plusieurs types d'organisations, avec plusieurs types de difficultés, de défis à relever. Hors du Bénin, le Ghana entend donner plus de valeur ajoutée à sa filière cacao. Pour satisfaire cette ambition, les autorités travaillent avec des acteurs privés. Un géant américain a inauguré une nouvelle ligne de production au niveau de son usine de transformation de cacao. Cette extension permet à l'unité de disposer désormais d'une capacité de traitement de 90 000 tonnes de cacao contre 75 000 tonnes auparavant. Cet investissement vise à répondre à la demande mondiale croissante en produits de cacao et à contribuer au renforcement de la valeur ajoutée créée par la filière cacao dans le pays, qui est le second producteur mondial de fèves. Le reste de l'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter, présenté par Patrick Adjagbodjou. Omicron, c'est le nom du nouveau variant découvert en Afrique du Sud qui affole la planète. Cette nouvelle mutation du virus à l'origine du coronavirus représente un risque très élevé selon l'Organisation mondiale de la santé. L'institution onusienne affirme que Omicron présente de multiples mutations et un risque accru de réinfection par rapport au variant Delta. Résiste-t-il au vaccin? Impossible de le savoir pour l'instant. Mais la liste des pays où le variant Omicron a été détecté continue de s'allonger. L'Arabie saoudite, le Maroc, la France, le Brésil, comme de nombreux pays nord-américains, européens et arabes,
ont déjà fermé leurs frontières à toute l'Afrique australe. Le Japon, le Canada et les États-Unis avaient déjà annoncé interdire l'entrée sur leur sol aux voyageurs en provenance de la région australe. Les autorités sud-africaines sont sous le choc depuis l'annonce de la découverte dans leur pays d'un nouveau variant du SARS-CoV-2 baptisé Omicron. Une onde de choc mondiale condamne pour une durée indéterminée l'Afrique du Sud à l'isolement. Les autorités du pays se disent profondément déçues de la décision de plus d'une quinzaine d'États de suspendre les vols en provenance de la région australe. Le chef de l'État sud-africain appelle à la levée des restrictions contraires aux recommandations de l'OMS. Des recommandations prises lors du dernier sommet G20 qui s'était promis fin octobre de stimuler la reprise des déplacements internationaux et de soutenir le secteur touristique. Les voyageurs sont bien de retour en Europe grâce à un taux de vaccination élevé contre le Covid-19, mais l'industrie du tourisme est loin de renouer avec les chiffres de 2019. C'est ce qu'indique le dernier rapport de la Commission européenne du tourisme. La clientèle internationale fait son retour, mais très lentement. Ainsi, malgré un fort rebond estival d'ici la fin de l'année, les arrivées de touristes internationaux en Europe devraient être inférieures de 60% à celles de 2019 et le retour à la normale n'est pas possible avant 2024. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.